On va passer à Maître Maude Marian pour la suite des grands scandales en santé publique. On t'écoute, Maude. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais faire une espèce de synthèse de ce que vous a dit Guillaume. Même si, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, il y a une analyse que j'ai faite qui n'est pas tout à fait la même que lui, mais je pense que c'est aussi du fait de nos métiers respectifs. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je pensais que les avocats étaient plus bavards que les profs, mais non, en fait, pas forcément. Alors, on a vu tout à l'heure, il nous a expliqué que la première chose qui était choquante dans la soi-disant crise Covid, c'est l'invention d'une maladie. Alors, pas forcément l'invention au sens premier, hein, il y a des maladies qui existent, mais qui peuvent être présentées d'une certaine manière, mais on peut observer que depuis une cinquantaine d'années, la notion de maladie et de bon état de santé évolue. Je sais que les médecins le disent souvent. Maintenant, avec les nouvelles grilles de lecture, par exemple, des analyses sanguines, on a des personnes qui n'étaient pas considérées comme malades il y a 30 ans et qui vont l'être aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a une tendance à redéfinir la notion de bon état de santé et la notion de maladie. On a pu voir que l'OMS a changé sa définition de la pandémie. Pas à l'occasion de celle-ci, mais à la précédente, la grippe porcine, ce qui avait déjà choqué nos sénateurs, d'ailleurs, qui en avaient parlé dans leur rapport sur la gestion de la crise H1N1 en France en 2009. Alors, on voit aussi que si on veut aller dans le sens d'essayer de comprendre, parce qu'en fait, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec vous, comprendre comment c'est possible et comment est-ce qu'on est passé d'une maladie peut-être, à une pandémie peut-être, à une crise peut-être, à un scandale sanitaire peut-être, et en tout cas, à mon sens, un scandale de santé publique. Parce que je ferai cette nuance-là, une crise, c'est un moment difficile pour tout le monde, on sait ce que c'est plus ou moins. Un scandale, c'est quand effectivement on a la médiatisation de quelque chose que le public va considérer comme un acte de nature condamnable et va s'en émouvoir. Un scandale sanitaire, ça peut être, comme on l'a vu récemment avec Buitoni et d'autres marques, le fait de vendre des choses qui sont toxiques et qui entraîneront, sinon la mort, en tout cas, de graves répercussions chez les enfants ou chez les personnes qui les consomment. Mais là, on est sur toute autre chose, à mon avis. On est sur un scandale non pas sanitaire, mais de santé publique, c'est-à-dire finalement un moment où le public va douter du contrôle de la santé publique par les gouvernants, par l'État, ou en tout cas par celui qui en a la charge. Et quand on examine toutes les histoires récentes, parce que évidemment, qui dit scandale de santé publique dit santé publique. Or, ce n'est pas quelque chose qui existe dans nos systèmes depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu évidemment un ministère de la Santé, mais qui n'avait pas forcément vocation à s'ingérer à ce point-là dans la santé des gens. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir à partir de l'après-guerre, une ingérence de plus en plus grande dans la santé, avec cette soi-disant bonne conscience qui est de dire « Ah oui, mais nous veillons sur la santé du peuple, votre santé individuelle, mais surtout la santé collective ». Alors même qu'on a d'ailleurs parallèlement une amélioration évidemment de l'état de santé général des populations avec une mortalité qui recule. Alors comment est-ce qu'on est passé finalement d'une pandémie possible à un scandale sanitaire ? C'est ce que vous disiez Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a effectivement une dérégulation du système avec des prises d'intérêt de part et d'autre, c'est-à-dire que tout se mélange. Les politiques sont à cheval avec l'économique et sont en lien. Pourquoi ? Parce qu'ils se font des promesses mutuelles. Parallèlement, les experts et malheureusement le monde scientifique et médical est extrêmement financé par l'industrie pharmaceutique qui est beaucoup plus riche d'ailleurs que toutes les autres ou quasiment. Je pense qu'à part l'armement, il ne doit pas y avoir grand monde qui est au-dessus. Donc vous avez cette espèce j'allais dire, d'inceste entre ces différentes sphères avec aucune régulation citoyenne. C'est-à-dire qu'en plus, on est exclu de tout ça parce qu'on est bête, parce qu'on n'est pas cultivé, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas la voix au chapitre. Donc c'est là aussi un manque cruel de démocratie et d'intervention citoyenne qui fait que
Tout ça se passe dans des cabinets, dans des salons, en tout cas derrière des rideaux. On l'a vu avec le conseil scientifique. On le voit tout le temps avec les conseils des ministres et les choses qui se passent par derrière, avec les SMS de von der Leyen. C'est-à-dire, en fait, tous ces gens-là agissent au vu et au su, mais de manière dissimulée, peu transparente. Et on a de toute façon, dans nos systèmes, absolument aucune intervention possible du citoyen. Donc, ce qui était intéressant, enfin, j'ai fait ce travail parce que je me suis dit, mais c'est pas la première fois qu'on a cette histoire de pseudo-pandémie, de vaccination en masse, etc. Donc forcément, je suis allée sur le rapport H1N1 du Sénat et je me suis dit, c'est quand même invraisemblable parce que, en fait, les sénateurs ont pointé du doigt des dysfonctionnements et lorsqu'on fait une analyse, mais vraiment froide et neutre de ce qu'on en a fait, ben on se rend compte qu'au lieu d'un retour d'expérience au bénéfice du public, on a un retour d'expérience au bénéfice des corrupteurs et des corrompus. C'est-à-dire, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas assez d'indépendance entre les régulateurs et les industries pharmaceutiques. Ben maintenant, il n'y en a plus du tout. Monsieur Flau et Monsieur Delfrécy étaient déjà dans le système. Ah bah oui, mais ils n'avaient pas des postes assez importants. Hein. Maintenant, c'est lui le chef, hein, parce que lui, on l'a vu, hein, il est très très corrompu. Ok. Donc, et en fait, c'est effarant de voir que sur les 33 recommandations qui ont été faites, parmi lesquelles la communication, s'il vous plaît, la communication du gouvernement n'était pas adaptée, bah oui, ils ont compris. Alors, ils ont pris des cabinets de communication, ils nous ont fait ça dans l'autre sens. Alors, je me suis dit, bah en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe d'un scandale sanitaire à un scandale de santé publique? C'est quand l'intérêt qui est protégé n'est pas celui du citoyen et de sa santé. Et en fait, vous vous rendez compte que sous couvert, et on retombe sur ce qu'on a beaucoup entendu dans nos médias, dans les médias que nous, on consulte, c'est cette manipulation du mot. C'est pour votre santé, c'est dans l'intérêt de la santé publique. On va couvrir comme ça des mésactions avec des mots humainement nobles, moralement acceptables, etc. Alors, je dirais tout ça, c'est rien si derrière, il y avait quelque chose pour rattraper. Et comme l'a dit Guillaume, en fait, il n'y a rien, en France en tout cas, pour vraiment rattraper ce genre de dérive. Pourquoi il n'y a rien? Parce que, bon, on l'a vu, les sénateurs font des enquêtes. Je suppose que Vincent nous parlera des derniers rapports qui sont sortis de nos élus. Ça peut être pas trop mal fait, parfois c'est un peu limite, mais surtout, c'est pas suivi des faits dans le sens du bénéfice pour le peuple, en fait. C'est toujours suivi des faits par ah bah tiens, on a mal fait la première fois, on fera mieux la prochaine. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas réussi en termes de communication, on va le faire différemment. On n'a pas réussi à envoyer les gens dans les centres de vaccination, ben on va inventer le pass sanitaire. Enfin, voilà. On voit bien qu'il y a ce retour d'expérience contre nous et contre notre santé. Donc ça fonctionne pas. Les régulateurs, on a essayé de les réformer, on a essayé de les réorganiser. De toute façon, en France, on a une appropriation par diverses administrations qui sont extrêmement complexes, qui se chevauchent, qui s'échangent les gens, etc. Et qui fait que de toute façon, à un moment donné, ils n'ont pas intérêt à être en dissonance. Et puis de toute façon, s'ils le sont, ils sont virés. Enfin, ça fonctionne pas. L'administration en France ne fonctionne pas. En tout cas, là aussi, pas dans l'intérêt public, mais dans l'intérêt de petits groupes qui, évidemment, eux cherchent soit à s'enrichir, soit à avoir du pouvoir. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc, on va se tourner vers le judiciaire. Évidemment, Guillaume vous l'a dit, ça veut dire 10, 15, 20 ans de procédure. Si par extraordinaire, on finit par avoir gain de cause, les familles les parents sont peut-être décédés, les gens n'ont pas forcément réussi à payer les avocats. Enfin, tout ça, c'est dissuasif. Et de toute manière, il y a un article très bon qui est sorti il y a une dizaine de jours, je crois, c'est sur Que choisir, où ils expliquent, justement, un professeur de droit explique ça très très bien. En fait, de toute façon, même si on gagne quoi, en fait? Vous voyez l'affaire du Mediator, les principaux acteurs sont morts. Tellement c'était long, ils sont morts de leur belle mort.
Et puis, oui, vous allez peut-être avoir une indemnisation, mais qu'est-ce que représente 100 000, 200 000, 300 000 euros? Il faut savoir qu'en France, en plus, les indemnisations sont vraiment très basses en termes de montant. Qu'est-ce que ça peut représenter quand on a passé 20 ans à se battre parce qu'on a perdu un proche? Ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas de dommages punitifs, c'est-à-dire que c'est pas comme aux États-Unis, des milliards et des milliards pour essayer au moins de dissuader ceux qui sont après leurs sous, en leur prenant leurs sous. Enfin, je veux dire, ça paraît logique puisque c'est ça qui les motive, en disant écoute, tu veux faire du profit, pas de problème, mais quand tu fais une bêtise, on te retire vraiment quelque chose et quelque chose de gros. Donc ça fonctionne pas. Et puis depuis H1N1, on a un phénomène, parce que c'est pas nouveau depuis H1N1, on a ce phénomène de transfert de la responsabilité des labos vers l'État. Et alors, c'est extraordinaire quand vous lisez les rapports, on vous explique que c'est... Mais oui, mais vous comprenez, on avait besoin en urgence des vaccins. Donc, quand ils nous ont dit, c'est ça ou rien, on a dit, tant pis, on signe. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous expliquer que là aussi, c'est pour notre bien. C'est-à-dire que sinon, on n'aurait pas eu de vaccin. Enfin, on serait tous morts, quoi. Et du coup, si vous voulez, il y a comme ça cette inversion des valeurs, d'une part, mais aussi cette manipulation du droit et cette incapacité de la justice en France, qu'elle soit pénale, civile, administrative, à prendre en charge vraiment ce genre de dossier de manière efficace, mais aussi neutre. C'est-à-dire, on ne leur demande pas d'être tout le temps d'accord avec nous, mais on leur demande au moins de faire de manière neutre leur travail, c'est-à-dire d'essayer de creuser. Et je pense, pour ma part, que le fait, là aussi, que l'institution judiciaire soit complètement dans les mains d'un petit clan, c'est-à-dire les juges, et qu'il n'y ait pas de jury populaire pour ce genre de dossier, fait que, du coup, il y a une lecture qui est très partisane et puis qui va évidemment être très, très dépendante de la carrière qu'on veut faire et de la capacité d'une ou deux ou trois personnes de résister à une pression qui est une pression institutionnelle majeure. Donc, si vous voulez, en fait, ce qui rend tout ça scandaleux, finalement, c'est pas, là aussi, je rejoins Guillaume là-dessus, c'est pas que les entreprises veuillent faire du profit, c'est leur travail. C'est le sens même de leur existence. Mais le problème, c'est que quand on commence à avoir cette pseudo-naïveté de la part de nos autorités politiques, administratives et judiciaires, de dire, mais enfin, le profit n'implique pas forcément la malhonnêteté, alors que on peut le supposer, ou en tout cas on peut le concevoir, mais c'est là où je pense qu'il faut rentrer et dire là il y a un problème. C'est normal que ces gens-là veuillent faire du profit, y compris en éliminant des gens, parce que c'est pas leur souci, c'est pas des individus, comme disait Guillaume tout à l'heure, ce sont des entreprises, des personnes morales. C'est assez drôle d'ailleurs. En France on les appelle comme ça. Des entités en tout cas qui précisément n'ont pas de morale, mais du coup si toute la société qui est censée les réguler en était conscient et se rendait compte que c'est comme en matière fiscale, si on avait la même rigueur fiscale et en matière de santé, je peux vous assurer, je parle pas de McKinsey, mais ce qui nous est réservé à nous, je peux vous assurer que ça serait intéressant. Moi j'ai trouvé aussi important de relever que effectivement là on est sur un scandale de santé publique complètement orchestré. Là aussi, vous reprenez le rapport du Sénat et vous voyez point par point les améliorations qui ont été apportées à ce qui avait été raté à l'époque. Alors, on est 10 ans plus tard. Il y a beaucoup de choses qui avaient changé, mais je pense qu'entre 2009 et aujourd'hui, ils ont su semer les petites graines pour préparer tout ça. Mais au-delà même de ça, vous voyez le sort qui est réservé, par exemple, à nos agriculteurs quand il y a le moindre souci avec la soi-disant sécurité alimentaire sur leurs élevages. Et puis, parallèlement, ce qu'on fait aux grandes marques qui ont vendu de la salmonelle et que sais-je encore tranquillement. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Et là, vous vous rendez compte que notre système est capable de fonctionner au point de tuer des milliers de poules chez le premier éleveur de poules venu pour un truc qui est même pas certain, quitte à laisser tout le monde mourir de faim, c'est-à-dire la famille de l'agriculteur et puis tous les gens qui dépendaient de son travail. Mais de l'autre côté, quand Buitoni nous vend des trucs qui nous tuent, il se passe rien. Il se passe rien du tout.
Donc, si vous voulez, ce que je voulais, moi, mettre en exergue, c'est que je pense qu'il faut qu'on ait cette vision, alors elle est cynique, mais elle est lucide, de dire que ce système peut perdurer, d'abord parce qu'on en est complice quand on ne fait rien contre, hein, c'est... ce proverbe que j'ai complètement oublié, cette citation qui dit grosso modo que ceux qui font le mal ne sont pas forcément responsables du mal qui est fait, mais c'est ceux qui ne font rien contre qui le sont. Et moi, je pars du principe que là, déjà, on est nombreux à vouloir faire quelque chose. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait l'équivalent de tribunaux populaires, c'est-à-dire même s'ils sont purement, j'allais dire, symboliques, en tout cas que les humains que nous sommes prennent position sur la manière dont on a été traité et qu'on puisse effectivement faire valoir auprès des uns et des autres ce qu'on attend du système. Parce qu'au fond, le vrai scandale, c'est quand le système sert uniquement le profit et ne va pas effectivement ni couvrir en amont, ni couvrir après coup la vraie santé et les vrais besoins de sa population. Donc on a vu à peu près tous les mécanismes qui ont permis de lancer ces grands scandales et puis les prochains, parce qu'il faut bien voir que c'est pas le dernier à mon sens. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une profession médicale qui n'est pas qui est complètement financée par les labos, les universitaires qui sont financés par les labos, et puis les politiques qui ont tout intérêt à soutenir les labos, en fait, on n'en sortira pas. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de reprendre notre pouvoir à nous, même petit, mais c'est déjà beaucoup, et de faire savoir que nous, ça ne passera pas. Donc merci d'être là et merci de continuer dans ce sens. Merci beaucoup, Maude. Alors c'était Albert Einstein qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire, sans rien dire. » Oui, bonjour. J'aurais une question que j'adresse à tous les orateurs. Sur le plan pratique, nous, les médecins, les citoyens, soignants, etc., comment voyez-vous une possibilité à tous les niveaux d'exprimer notre démocratie, enfin notre pouvoir démocratique, pour autant qu'il existe, quand on voit la complexité des débats de ces mathématiciens, par exemple? Déjà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises à la disposition d'un peu tout le monde par plein d'associations, de syndicats, de groupements ou même d'avocats pour faire des plaintes. Alors, ça a l'air comme ça, évidemment, on peut croire que ça tombe dans un trou, mais en réalité, le nombre va quand même finir par interpeller nos procureurs, je pense. Et puis, si vous voulez, en fait, je pense que c'est un peu... je crois que c'est ce que vous faites déjà, mais c'est une résistance au quotidien, en fait, tout ça d'abord. C'est-à-dire que déjà, en prenant toujours le contre-pied, ou au moins en prenant le temps de la réflexion, on va dire, parce qu'on ne va pas prendre systématiquement le contre-pied, il y a peut-être des choses très bien qu'on pourrait faire comme ils nous demandent, mais je veux dire, voilà, prendre le temps de la réflexion et transmettre ça autour de vous, c'est déjà énorme. Je ne vais pas faire de la moralisation autour des élections, mais bon, manifestement, il y avait possibilité de s'exprimer à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si on s'est exprimé et puis on s'est fait avoir ou pas, mais bon, voilà. Mais après, c'est aussi, j'allais dire, une forme de... la mobilisation citoyenne, c'est de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément le même avis que vous. C'est justement... transmettre tout ce que nous, on peut mettre à votre disposition, ce que les médias indépendants mettent à votre disposition. Ça commence toujours comme ça. En fait, après les actions, vous savez, il y a un phénomène en maritime qui s'appelle la carène liquide. C'est à force de se balader comme ça, de se balancer, la marchandise qui est dans un bateau finit par se retourner. Et c'est pas la plus grosse partie du sable ou du blé qui fait renverser le bateau. C'est juste ce petit truc en plus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, on pourra faire toujours des actions éclats, machin, mais je crois que ce qui compte, c'est ce sapage de fond
Et c'est comme ça qu'une société évolue et fait un vrai retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Donc, les réactions 19, les Divisio, les Jean-Pierre Joseph qui a mis sa plainte à disposition. Il y a les collectifs d'avocats, il y a les groupements locaux, les collectifs, se promener, donner des flyers, discuter avec ses voisins. C'est ça, en fait, qu'on doit faire, pas autre chose. Bonjour, merci pour toutes ces communications passionnantes. Il y a deux aspects, moi, qui m'interpellent. C'est l'aspect secret défense revendiqué pour faire une omerta, une impossibilité d'aller plus loin. Mais est-ce que ça, sur le plan légal, même si on a déclaré la guerre, même s'il y a une propagande, donc s'il y a une censure, est-ce que le secret défense, dans ce cadre de la santé publique, ça a du sens? Est-ce que ça, c'est pas attaquable? Et deuxième aspect, cette impunité derrière lesquelles les élus de toutes sortes se protègent et en plus en se faisant réélire, etc. Responsables mais pas coupables, c'est un autre souvenir d'un scandale. Est-ce que là aussi, sur le plan des actions, il n'y a pas des jurisprudences ou des axes d'implication des hommes politiques pour qu'à un moment donné, ils ne se cachent pas derrière tout ça? Oui, très clairement, en fait, sur le Conseil de défense, c'est légalement possible. La Constitution le prévoit. Alors, c'est discutable, comme tout est discutable. Après, la question, c'est où, comment et pour faire quoi. C'est-à-dire que, oui, on pourrait faire... D'ailleurs, on l'envisage. Hein, je crois que c'est avec Jean-Pierre aussi, on en avait parlé à un moment donné, lever le secret défense, etc. Mais il y a des choses comme ça qui risquent de prendre du temps, de l'énergie pour pas grand-chose. C'est légal. Point. Bon, c'est moche, c'est tout ce qu'on veut, mais pour l'instant, c'est légal. Et puis, ce dont vous parliez, les responsabilités des élus, c'est légal aussi. Je veux dire, au bout d'un moment, si vous prenez l'histoire récente justement de leurs responsabilités, mais pas seulement, hein, de la responsabilité de plein d'autres gens, vous vous rendez compte qu'il y a eu une évolution législative qui a tendu vers le fait qu'ils soient couverts. Et le problème, c'est on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les parlementaires qui votent. Et les parlementaires, c'est nous qui les élisons. Donc, à un moment donné, on a donné le bâton pour se faire battre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais ça veut dire qu'on a collectivement, hein, puisque ça, pour le coup, c'est une responsabilité collective qu'on porte aussi. En tant que citoyen, il y a eu ces votes-là qui ont abouti à ces lois-là et qui aboutissent aujourd'hui à ça. Alors après, ça ne veut pas dire, c'est pas moi qui vais vous dire qu'on ne va pas se battre, puisque je porte une action contre les fraudes aux élections présidentielles qui est également vouée à l'échec si on s'en tient à la Constitution française, et je le fais. Mais si vous voulez, à un moment donné, les actions symboliques comme ça, il ne faut pas qu'elles passent avant aussi les vraies actions. C'est juste ça. Et puis, je vous dis... si c'est voter différemment, si c'est parler différemment dans la rue de tout ça pour que la loi puisse changer, aujourd'hui, ils ont 100% de couverture ou quasiment, hein, donc ils sont tranquilles. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les scandales peuvent arriver.